Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture du mois de janvier 2025 où j'ai pu lire 6 livres en tout, donc je suis trop contente. Donc j'en ai 5 en ma possession actuellement et le sixième je vais juste vous mettre l'image de la couverture à côté quand je serai en train d'en parler parce que je ne l'ai pas en ma possession tout simplement. La première lecture que j'ai fait lors du mois de janvier c'est Apprentice to the Villain de Anna Nicole Meirer, je sais pas comment on dit son nom de famille. C'est sorti ici chez Penguin parce que je l'ai lu en anglais, mais il est aussi disponible en français. En tout cas, le premier tome, je sais pas ce qu'il en est pour le deuxième, s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi j'ai lu le deuxième en anglais et le troisième sort normalement en septembre 2025. Pitié, je suis trop pressée. Bien évidemment, je vous ai déjà parlé d'Assistant to the Villain, je ne sais combien de fois, je pense au moins 4 fois déjà dans le podcast. Je vais encore radoter finalement sur ce livre, mais c'est pas ma faute, le deuxième tome, je l'ai fini le 1er janvier. Si vous ne connaissez pas l'anecdote, ce devait être ma 50e lecture de l'année 2024, mais on est passé en 2025, il me restait 20 pages. Du coup, c'est devenu ma première lecture de l'année 2025 à la place. Donc je vais vous donner le résumé du tome 1 et je vais vous donner mon avis après du tome 2. Dans Assistant to the Villain, nous suivons Evie qui cherche absolument un travail parce qu'elle a un père qui est malade et une petite sœur de 10 ans à s'occuper. Elle vient de passer un peu à côté d'une offre d'emploi et elle décide d'aller se promener pour un peu, je pense, se changer les idées, un truc comme ça, dans la forêt, alors qu'il y a plein d'histoires autour du fait qu'il faut éviter d'aller vers la forêt, étant donné que c'est là où on peut croiser le grand méchant de l'histoire, le méchant, le vilain. Et du coup, elle sait très bien, mais bon, voilà quoi, elle est en train de ruminer dans son coin, donc elle décide quand même d'y aller. Et alors qu'elle est en train de se promener du coup dans cette forêt, elle fait face au vilain, au méchant, avec qui elle va discuter, elle va l'aider d'ailleurs, également à se cacher de personnes qui cherchent en fait le méchant. En lui parlant, elle va lui dire qu'elle cherche un boulot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui proposer de devenir son assistante. Et ce qui est trop marrant, c'est que dans cet univers, le méchant, il a des bureaux en fait, dans un château. Il a des employés, des gens qui travaillent pour lui, quoi, tout simplement. Et du coup, Evie va faire partie de ces personnes. Et donc, on va un peu suivre comment ça se passe de travailler pour un méchant. Et en même temps, il y a une petite histoire parce qu'en fait, il y a le roi qui est du coup l'ennemi du méchant puisque le roi est donc le gentil qui a une taupe parmi eux, chez les méchants, et du coup ils essaient de savoir qui est la taupe. C'est vraiment fun, c'est un peu une rom-com, mais c'est pas vraiment une rom-com parce que c'est la fantasy. Et en même temps, le premier tome, il est pas autant centré sur la romance, je trouve, que ça. Enfin, c'est quand même très présent, on sent qu'il y a une tension entre les personnages et tout. Mais en même temps, c'est très secondaire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'humour et il y a quand même pas mal de choses qui se déroulent. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est une rom-com, romantasy. Je sais pas comment dire. Mais c'est vraiment trop bien. J'avais adoré le premier tome, ça avait vraiment été un coup de cœur. Et du coup, quand j'ai lu le deuxième tome, j'étais trop pressée déjà, j'étais à fond et tout. Et j'ai pas autant aimé que le premier tome, mais c'était vraiment bien aussi. Evie, elle évolue. Elle change, elle devient du coup l'apprentie et plus l'assistante. Elle a un petit côté evil, genre, qui s'éveille en elle. En fait, elle a ce truc d'être très lumineuse, très optimiste, très joyeuse. Et en même temps, je trouve qu'elle peut être assez effrayante dans ses actions ou dans ce qu'elle peut faire, donc je trouve ça assez fou. Les personnages partent un peu à l'aventure pour certains trucs et on y a plein de mystères et c'est vraiment fun. Je trouve que c'est assez cool comme lecture. Si vous aimez les rom-coms en anglais, c'est accessible. Si vous voulez commencer à lire de la fantasy en anglais, c'est du coup accessible parce que c'est un mélange, comme je vous l'ai dit depuis le début, vraiment moi je mets ça dans les deux catégories parce que je trouve que c'est vraiment simple à lire même s'il y a des éléments fantastiques, fantasy. Voilà. Du coup, je vous conseille grandement parce que ça c'est très hypé sur les réseaux sociaux, mais moi je trouve que ça en vaut grave la peine. Également, l'autrice est très présente sur TikTok. Elle fait beaucoup de TikTok sur le sujet et elle est vraiment fun et elle ressemble beaucoup à son personnage. Donc si vous êtes curieux d'en découvrir plus sur l'univers, vous n'hésitez pas à aller la suivre sur TikTok. Ensuite, j'ai relu une saga. C'est vraiment 4 tomes d'un coup. C'est pour ça que j'ai lu 6 livres hein, ce mois-ci. C'est parce que j'ai lu une saga entière en fait, j'adore, que j'ai déjà lu je crois en 2020 peut-être. Je me rappelle plus trop quand je l'ai lu pour la première fois. Soit 2020, soit 2021, soit 2022. Je dirais peut-être 2021, 2022. Peut-être 2022, parce que j'étais à la fac, donc je me rappelle plus quand j'étais à la fac. La passe miroir. C'est écrit par Christelle Dabo. Moi j'ai les éditions de chez Folio, donc j'ai le tome 1, qui c'est Les fiancés de l'hiver. Le tome 2, Les disparus du clair de lune. Comme vous voyez, il y a eu une différence d'édition, donc j'ai un peu la haine, mais... Tant pis, j'ai pris trop de temps entre le premier tome et le deuxième tome pour les acheter, donc voilà. Le tome 3, c'est La mémoire de Babel. Et le quatrième tome, c'est La tempête des échos. Voilà, c'est une saga que j'avais adorée. Je l'avais vraiment
binge read, je sais pas si ça se dit mais je vais le dire quand même. Donc comme quand on binge watch, mais moi j'ai binge read, donc j'ai lu sans m'arrêter. Le dernier tome je l'ai fini à 4h du matin. Je me rappelle surtout d'avoir adoré cette saga et je me rappelais plus trop en fait des détails de la saga parce que encore une fois je l'ai lu tellement vite que bah j'avais aucun souvenir finalement. Donc je l'ai relu. J'ai pas autant apprécié que la première fois, mais je suis trop contente de l'avoir relu et genre ça m'a vraiment rappelé des souvenirs. Et vraiment il y a des moments où j'étais là en mode je suis sûre c'est ça parce que je l'ai lu le livre de base et en fait c'était pas ça. J'avais quand même faux, aucun souvenir. Ma mémoire est nulle parce que vraiment je me suis fait avoir et en fait quand je me suis fait avoir, parce que plusieurs fois d'ailleurs je me suis fait avoir, en fait je me suis rappelé que je m'étais déjà fait avoir la première fois, donc en fait j'ai juste reproduit les mêmes erreurs, les mêmes circuits de pensée. Je me suis vraiment fait avoir comme une bleue 2 fois en fait avec ces livres. C'est pas grave, on est tous voilà. Chacun sa manière de réfléchir quoi. Pour vous parler des livres, je vais juste vous montrer le premier tome. Donc c'est Les fiancés de l'hiver. Comme je vous ai dit, c'est de Christelle Dabo. Et donc déjà c'est de la du fantastique, de la fantaisie. Je pense qu'on peut dire fantaisie. Voilà. Nous suivons Ophélie qui vit dans un monde très particulier. Donc je vous explique. Par contre, là, il va falloir que je me pose pour expliquer parce que sinon je vais pas y arriver. En gros, imaginez le monde, notre monde à nous. Un jour, le monde qu'on connaît, il se fissure entre guillemets. D'un coup, il n'y a plus d'océan entre les continents, les pays, les terres, les frontières, les machins, bref, ça fait du vide à la place. On est tous séparés, genre comme si la France a été toute seule, il y avait plus rien autour. Ça devient des arches. Du coup, il y a des gens qui vivent sur ces arches. Ils ont connu que la déchirure, ça s'appelle du coup, quand le monde se déchire. Nous, quand on commence à lire le livre, on a un petit extrait que quelqu'un raconte et en gros on comprend que il y a un dieu et en fait un jour Dieu s'est fâché et en gros a déchiré le monde. C'est mes passages préférés, ce genre de moment dans ce livre parce que je trouve que c'est trop bien écrit, genre ça donne trop envie. Mais du coup Ophélie se retrouve dans ce monde d'après en fait, cette déchirure qu'il y a eu, et elle vit sur Anima qui est une arche. Ils ont un esprit de famille, donc les esprits de famille c'est un peu comme des sortes de dieux aussi qu'ils ont, parce que eux ils croient pas en Dieu. Eux ils ont des esprits de famille qui sont leurs dieux. Ils sont tous descendants de ce dieu là. Donc sur Anima c'est Artémis, et Artémis en fait du coup bah c'est leur ancêtre à tous. Ils ont tous des pouvoirs sur cette arche qui sont liés avec les objets. Par exemple Ophélie, elle lit les objets. Genre par exemple si elle touche ce livre comme moi je fais, elle peut remonter sur toutes les personnes qui ont eu ce livre entre les mains, les ressentis qu'ils ont eu en l'ayant entre les mains, etc. Bref, elle peut remonter leur histoire en fait. Donc Ophélie, elle est sur cette arche et un jour, elle se retrouve un peu obligée de se faire marier, un peu un mariage forcé, voilà. Parce qu'en fait, elle a dit non pour épouser un de ses cousins. Et quand je dis cousin, c'est pas cousin en mode la famille, c'est parce que du coup sur Anima, ils s'appellent tous cousins, genre leurs voisins ils disent cousins, leurs potes de fac c'est cousins, enfin bref, n'importe quoi, mais bref, vous avez capté, tout le monde se dit cousin parce que du coup ils viennent tous de la même personne, donc bref. Donc elle se retrouve obligée à épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui n'est autre que Thorn, qui vient d'une autre arche, qui vient du pôle, et c'est une arche bien différente où il fait extrêmement froid là-bas. Ophélie elle cherche un peu des infos sur le truc et elle fait un peu peur à elle-même en mode c'est des bêtes en fait, c'est des monstres, ils tuent et tout, enfin bref, elles sont un peu le bourrichon sur le sujet. Elle se retrouve du coup à devoir aller vivre avec son mari au pôle, il se passe plein de choses. En particulier, ils veulent cacher du coup qu'Ophélie est là parce que il y a plein. Au pôle, c'est très différent par rapport à justement Anima où tout le monde se considère comme cousin de tout le monde. Au pôle, il y a vraiment une hiérarchie. Carrément, ils ont des servants et tout, alors qu'il n'y a pas ça à Anima, vraiment. Il y a plein de familles différentes qui viennent tous de la même personne, hein, mais ils ont tous des trucs différents, quoi. C'est tous des familles différentes et en gros, ils sont tous en compétition pour avoir les faveurs de leur esprit de famille, donc Farouk. S'ils apprennent les autres familles que Thorn va épouser Ophélie, que Ophélie est là, elle peut risquer de mourir tout simplement. Donc faut la protéger, ne pas que les gens sachent qu'elle soit là et tout. Donc elle se retrouve à se cacher. On suit un peu tout ça où on va découvrir tout l'univers parce qu'on part de ça. Et à la fin, mais vraiment, quand on voit ça, puis après on se rappelle de la fin après l'avoir lu, t'es en mode... On est passé d'un truc à un autre, vraiment plus la même histoire. On va tellement apprendre sur l'univers. Moi c'est ça que j'adorais. Hein. Je sais que j'ai une amie qui vient de le finir cette saga et elle a pas du tout... Enfin elle a beaucoup aimé les 2 premiers tomes, elle a eu du mal à partir du 3e tome. Je conçois parce que moi-même j'ai eu du mal parce qu'il y a une coupure en fait entre le 2e tome et le 3e tome avec une ellipse temporelle très longue. Je trouve ça très compliqué de s'y remettre, enfin de se mettre dedans. En sachant que on aurait peut-être voulu avoir plus de développement sur les personnages qu'on avait déjà, mais du coup on rencontre de nouveaux personnages, on n'a pas le temps de s'accrocher à ces nouveaux personnages. Ça un peu être décevant, ça peut être frustrant. Surtout quand on est autant attaché au premier personnage qu'on découvre. Si vous voulez lire ce livre pour la romance, je vous dis non directement parce que vous allez être très déçus. La romance est petite, hein. Vraiment elle est pas très présente quoi, c'est pas le truc important dans le livre. Pour moi le truc le plus important dans le livre c'est vraiment le développement de l'univers et surtout la découverte de comment l'univers est devenu tel qu'il est. Comment en fait ils en sont arrivés là, je trouve ça trop intéressant. Il y a plein de questions au fur et à mesure des tomes et plein de réponses heureusement. J'aime trop l'univers. Et du coup c'est vraiment pour
l'univers qu'il faut lire ce livre et pas pour autre chose. J'ai une amie qui a lu ce livre, enfin la saga du coup, et elle a été vachement déçue. Il y a moyen que vous soyez déçus à partir du tome 3 parce que comme je vous ai dit, l'évolution n'est pas celle qu'on attend en fait du livre, de la saga. Mais malgré tout, moi je sais que je m'étais laissée emporter, j'avais quand même pas mal apprécié ma lecture. Que ce soit la première ou la deuxième fois. Et la fin ne plaît pas à tout le monde. Je vous le dis, c'est une fin ouverte. Moi, je sais que ça m'avait pas dérangé. Vraiment, ça me dérange pas du tout les fins ouvertes. C'est vraiment pas un souci pour moi. Mais je sais que pour beaucoup, c'est pas ouf. Mais du coup, je vous conseille grandement cette saga. Elle est très bien pour les ados. Et pour les moins ados, j'ai envie de dire, c'est toujours aussi bien. Il me reste plus que le dernier livre, étant donné que je vous ai montré les 4 tomes de La Passion Rare. Il me reste ma dernière lecture du mois de janvier. Et qui est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et je crois que moi, c'était une édition qui était de Plomb édition. Je sais plus du tout la maison d'édition. C'est une vieille édition que j'ai lue qui date de 1993. Voilà, j'avais emprunté le livre à mon travail parce que si vous n'êtes pas au courant, je suis contractuelle en tant que professeure documentaliste dans un lycée. Donc je travaille dans le CDI du lycée tout simplement. Donc j'ai accès à énormément d'ouvrages, ce qui est pas mal. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire Le Maître des Illusions parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle depuis des années, que c'est un peu devenu un classique à lire et surtout tout le monde kiffe ce livre. Vraiment, j'ai jamais vu de mauvais avis, je crois. Tout le monde est en mode ça fout une claque en fait. Et je me suis dit go lire le livre étant donné qu'il est soi-disant incroyable. Et j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Ça veut tout dire, il était pas si ouf que ça. On va suivre Richard qui décide d'aller à la fac de Emden, un truc comme ça, pour des études... pour ses études tout simplement, alors qu'il est en train de parler avec son tuteur qui est prof de français ou quelque chose, je sais plus trop quoi. Il lui dit qu'il voudrait faire les cours de grec, sauf que son prof lui dit c'est pas possible parce qu'en fait le prof qui fait grec, il fait grec à un tout petit groupe très restreint, le groupe est déjà complet et puis de toute façon c'est un peu chelou parce que si vous vous retrouvez à faire grec, vous devez abandonner tout. Genre tout le reste. Vous devez l'avoir comme tuteur et après c'est lui qui vous fait tous les cours en fait, sauf un cours et qu'il laisse à un autre prof, mais sinon c'est lui qui s'occupe de tout quoi. Ce qui est pas ouf, parce qu'à la fac normalement t'as plusieurs profs, c'est ça qui est bien. C'est la diversité des cours, la diversité des profs, et on est mélangé avec plein de gens, alors que là c'est vraiment un prof avec 5 élèves, et c'est tout quoi. Du coup il essaye quand même en allant voir le prof qui lui dit non de base, sauf qu'il va finir par lui dire oui un peu plus tard. Il va devenir le 6e élève à participer à son cours. En fait dès les premières pages, dès ce premier cours en fait qu'on suit finalement avec Richard, il y a un long monologue du prof par rapport à un truc grec du coup que j'ai absolument pas compris parce que moi le grec c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Et en fait ce monologue est très important parce que ça va jouer sur la suite de l'histoire, mais je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais juste on est face à des gros sociopathes ou psychopathes. Je pense que c'est sociopathe. C'est très flippant. Il va avoir des meurtres. Il va avoir de la folie, complètement. Ils finissent par devenir de plus en plus fous les uns comme les autres. Des gros problèmes d'addiction aussi à la drogue, à l'alcool pardon. Les élèves commencent un peu à perdre la boule avec tout ce qui se passe parce que ça part loin. On est face à des élèves qui ne sont clairement pas sains d'esprit et j'ai la sensation c'est une sorte d'endoctrinement, pas de la part du prof mais de la part d'un des élèves en particulier qui endoctrine un peu les autres dans sa folie. On suit juste un genre de pétage de plomb géant qui part beaucoup trop loin et où il n'y a pas vraiment de conséquences pour tout le monde. Le personnage principal s'en sort vachement bien pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a participé et tout. Enfin bref, ça part un peu loin, c'est très dérangeant à lire. Vraiment, j'ai pas du tout apprécié ma lecture sur ce point-là parce que je me suis sentie très gênée. Vraiment mal parce qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de regret sur leurs actions. Comme s'il se rendait pas compte que ce qu'il faisait c'était mal en fait. Comme si le personnage principal se trouvait des excuses pour expliquer que ce qui a été fait, alors qu'il nous explique ça des années plus tard parce que c'est lui qui raconte sa petite histoire en fait. Et je trouve ça très étrange à lire. Donc j'ai pas trop aimé, voilà l'ambiance. Je sais que dans les prochaines semaines, prochains mois, je compte lire If We Were Villains de je sais plus trop l'auteur qui semblerait être assez semblable. En fait, il y a beaucoup de personnes qui comparent, voire même qui parlent de plagiat. Je trouve que le mot est assez fort, mais bon, je verrai quand je vais lire. Parce que je voudrais du coup comparer les deux œuvres. Parce que là, j'ai trop envie de voir si je me sens plus à l'aise face à If We Were Villains que face à Le Maître des Illusions, qui m'a vraiment pas plu. Si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à me dire, à m'expliquer ce que vous avez aimé dans le livre, parce que vraiment, moi, je comprends pas en fait pourquoi il y a eu autant de hype
autour en fait. En plus, le livre il est genre énorme. Il faut savoir que vraiment quand j'y retournais, je me sentais mal d'y retourner, genre je soufflais. J'étais là en mode j'ai pas envie d'y aller en fait parce que ma lecture était pas agréable quoi. Donc voilà, c'était mes 6 lectures du mois de janvier. Je pense que la vidéo va pas être trop longue étant donné que j'ai lu une saga et que je peux pas vous spoiler la saga en entier, donc je vous ai vite fait un résumé et vite fait dit ce que j'en avais pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai lus, ce que vous en avez pensé. Des livres aussi à me conseiller par rapport à ce que je vous ai parlé, parce que ça se trouve il y a des livres du coup qui ressemblent ou dans le même genre, dans le même style qui pourraient également me plaire, ou alors des livres des auteurs que j'ai lus à découvrir également. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou sur Spotify. Sur YouTube c'est donc Lorelaine's Reading et sur Spotify c'est Blabla littéraire. N'hésitez pas donc aussi à liker, à commenter, à partager à vos amis lecteurs. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut!